Bonjour à tous, cette fois-ci dans Miss et Net, on va analyser la vidéo du concours d'anecdotes entre McFly, Carlito et notre président. Il m'a semblé important de revenir dessus, notamment sur un aspect dont personne n'a parlé. Mais voilà, ça n'a pas empêché de faire des blagues, tout ça. Avant de vraiment plonger dans l'analyse de la mise en scène, il faut que vous voyez bien le dispositif qui a été mis en place. Et pour ça, rien de mieux qu'un plan au sol. Un plan au sol, c'est un plan où on place tous les éléments qui constituent une mise en scène, donc où sont placés les acteurs, les caméras et les lumières de manière générale. Donc on a nos trois acteurs, Macron en face d'un des deux qui joue une manche du concours d'anecdotes et l'autre qui au milieu faisant quelque part figure d'arbitre. Ensuite les caméras. Donc on a une caméra au centre pour le plan large, en courte focale, filmant la totalité de la scène. Une caméra pour ceux qui sont l'un en face de l'autre, filmée en 3/4 en plan poitrine, en focale moyenne longue. Et enfin, une deuxième caméra pour chacun, en plan rapproché épaule, voire en gros plan en longue focale. Et comme si c'était pas assez, une dernière caméra qui filme tous les dispositifs mis en place. Donc combien de caméras? Eh bien 7. Et pour un échange oratoire qui ne présente rien de particulier. C'est vraiment beaucoup. Il manque la lumière. De ce qu'on sait, il y a deux lumières derrière nos personnages qu'on voit très bien, puis deux autres au fond qui éclairent visiblement une partie de l'arrière-plan. Et là, on ne sait pas, mais très sûrement plusieurs lumières derrière les caméras pour les éclairer de face, mais ça on va y revenir un peu plus tard. On va voir ça tout de suite avec une analyse très simple de l'ensemble de la mise en scène sur toute la vidéo. Alors dans l'ensemble, ça reste très simple malgré tout ce dispositif, il y a très peu d'effets de montage, ça reste très sobre, hormis l'extrait qu'on a vu ensemble et d'autres toujours du côté de McFly et Carlito. Mais il y a plusieurs choses à dire. Déjà, chose assez bête de le dire, mais qui dans la mise en scène a son importance, Macron reste assis quasi tout le long de la vidéo, ce qui fait qu'il reste quasiment au premier plan et que c'est McFly et Carlito qui vont plus dans l'arrière-plan pour réagir ensemble à ce qui se passe. Il y a très peu de moments où Macron n'est pas assis et lorsqu'il est debout ou lorsqu'il va à l'arrière-plan, c'est au début de la vidéo aligné au même niveau que les deux autres ou pour aller dans le jardin à la fin. Après, il y a des plans qui mettent toujours en valeur Macron en jouant avec le champ et le hors-champ, notamment ce plan où Macron, filmé de dos, prend bien plus de la moitié du cadre et est en plan très rapproché alors que McFly est bien plus distant de nous. Et en plus, comme c'est filmé en longue focale, qui en écrasant les perspectives, écrase par la même occasion McFly par rapport à Macron. Je comprends très bien la consigne des cadreurs filmant en longue focale qui était de suivre chacun des personnes, quoi qu'il arrive, mais au final on a ces plans qui sont problématiques et c'est pas fini. Ensuite, il n'y a aucun effet de montage comique, on va dire, sur Macron, comme si vraiment on ne devait pas toucher à son image. Alors que personnellement, je trouve ça bienvenu, et d'ailleurs voici une démonstration faite par moi-même. Selon vous, cette anecdote était-elle vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle est totalement vraie. Oh merde, que tout est vrai. Non. Que tout est vrai. Non. Non. C'est faux. Tout est vrai au millimètre. Vos horaires n'étaient pas cohérents. Il est mauvais joueur. C'est un bonheur. Non, excusez-moi, je fais une petite danse de la victoire dans l'Elysée. Promis, c'est la dernière fois. Promis. Et puis il y a ces plans penchés sur le côté, avec la lumière derrière, en hauteur, qui vient éblouir la personne filmée. Donc on va parler lumière, et on va en premier lieu déterminer les styles d'éclairage qu'il y a dans cette vidéo. D'abord sur le plan large, avec les lumières qui éclairent de face, et les lumières derrière qui créent un contour pour les faire ressortir du fond. On est sur un style qui met en valeur les acteurs, mais c'est un style classique d'éclairage qu'on trouve beaucoup dans les interviews par exemple. D'ailleurs, ce style d'éclairage, c'est considéré comme le b.a.-ba de l'éclairage, le fameux éclairage à 3 points. D'abord la key-light, qui illumine directement la face du sujet, la fill light, qui remplit les zones d'ombre que la key-light ne peut pas atteindre, et le contre-jour qui illumine le sujet de dos pour faire un effet de contour afin de le séparer du fond. On voit bien que c'est ça, notamment avec ce plan qui montre bien où sont placées les lumières. On retrouve le même style d'éclairage avec le plan plus rapproché, mais avec ce cadrage, on a un effet de clair-obscur plus important. Du coup, une lumière qui accentue le relief sur le visage, qui tend plus à sublimer la personne filmée. Et enfin, le plan qu'on a vu qui sublime beaucoup trop la personne filmée, avec d'abord cet effet de lumière venant du contre-jour qui accentue énormément l'effet de contour, dont on peut faire le parallèle avec les vitraux d'église présentant des anges, des saints, etc. Et puis bien sûr le cadrage penché qui place les lumières en haut à gauche comme un soleil et par la longue focale réduit la distance entre la lumière et la personne comme si cette personne était la plus proche de ce qu'il y a de plus inatteignable dans notre monde.
Donc plus on est proche d'eux, plus ils sont mis en valeur au point d'être, je sais pas, des anges, des êtres naturels, dont le décor, l'Élysée, parce qu'ils représentent, tend à le justifier. Et comme le dit Henri Alcan dans son livre Des lumières et des ombres, le complexe plastique pictural ou cinégraphique est un ensemble de surfaces, de volumes, d'objets mobiles ou non, placés dans un certain éclairage, dont le rôle est de donner à voir et principalement donner à ressentir, c'est-à-dire tout à la fois créer du visible et suggérer l'invisible. Et Henri Alcan définit l'invisible par une image suggérée, invisible par notre sens de la vision, mais perçue néanmoins dans le cerveau sous une forme de création imaginaire. Autrement dit, la lumière sert avant tout à stimuler et faire des relations avec notre imaginaire. Donc, si je vois, moi, Carlito et McFly et notre président comme des êtres supérieurs, c'est que ça va pas de nulle part. Si je devais aller trop loin dans mon analyse, je dirais que bizarrement, McFly et Carlito portent les mêmes couleurs de vêtements qui elles-mêmes renvoient au décor blanc et doré, alors que Macron, lui, ressort complètement avec un ensemble gris. Mais là, on va peut-être trop loin. Je sais pas. Je dois évoquer ce qui fait la force de cette vidéo, et c'est l'acting des trois concernés. En effet, McFly et Carlito sont plutôt fidèles à eux-mêmes, et ils sont assez sobres finalement par rapport à d'habitude. Mais vu le cadre exceptionnel, ils n'avaient pas trop le choix. Et puis Macron qui joue le jeu en se montrant plus ouvert, un peu plus différent, mais sans jamais sortir de son président. Et c'est bien lui qui fait que la vidéo a de l'intérêt. Et ça, on va voir tout de suite dans la partie interprétation. On va commencer par le côté inédit de cette vidéo, présenté comme un événement, donc un président de la République qui se prête à une vidéo de divertissement avec des youtubeurs. Je pense que beaucoup ont regardé ces vidéos uniquement pour ça, et au fond c'est assez normal. Mais pourquoi exactement? L'intérêt n'est pas vraiment de voir un président dans une vidéo de ce type, c'est plus précis et plus important. Et on va comparer cette vidéo au premier film du cinéma, donc La sortie d'usine et le train entrant en gare. Dans son livre Le cinéma ou l'homme imaginaire, qui va bien nous servir dans cette partie, Edgar Morin parle justement de ce moment-là et pourquoi ça crée un engouement si particulier à l'époque. Il dit donc « Une sortie d'usine, un train en gare, chose déjà vue 100 fois, usée et dévaluée, attirèrent les premières foules. » C'est-à-dire que ce qui attire les premières foules, ce ne fait pas une sortie d'usine, un train entre en gare, il aurait suffi d'aller à la gare ou à l'usine, mais une image du train, une image de sortie d'usine. Ce n'est pas pour le réel, mais pour l'image du réel que l'on se pressait aux portes du salon indien. Donc on comprend avec notre cas, ce qui a attiré autant de personnes à voir cette vidéo, ce n'est pas pour le président participant à un concours d'anecdotes, mais bien pour l'image du président participant à ce concours-là. Et ces deux images du réel tendent surtout à donner une nouvelle façon de voir le réel. Ce cadre inédit, cet événement, permet surtout à Macron de donner une image inédite de soi, tendant à l'inscrire dans le réel. À partir de là, on comprend un mécanisme très important, celui de la plaque tournante de l'image, dont, encore une fois, Edgar Morin l'explique très bien. Dans un sens, tout tourne autour de l'image, parce que l'image, ce n'est pas seulement la plaque tournante entre le réel et l'imaginaire, c'est l'acte constitutif radical et simultané du réel et de l'imaginaire. On peut le résumer par ce schéma qui illustre parfaitement ce qui a été expliqué, à savoir qu'une image qu'on voit éclaire notre esprit, qui redéfinit l'image qu'on voit ou qu'on crée par la suite. Et ça va être très important. En ayant dit ça, il faut qu'on parle maintenant du vrai cœur du sujet. On va revenir sur ce principe du concours d'anecdotes qui a une force dans nos esprits très particulière. Ce qui fait la force du concours d'anecdotes, c'est sa capacité à nous créer des images mentales qu'on a en écoutant celui ou celle qui raconte une anecdote. Et ces images mentales donnent une crédibilité ou non à ce qui est raconté. C'est d'ailleurs une qualité que de vivre ça, comme le souligne par exemple Michael Youn dans un précédent concours d'anecdotes. Déjà, elle était très bien racontée, elle était plaisante et il y avait beaucoup d'images, donc on a visualisé. Mais comment comprendre une image mentale? Eh bien, Edgar Morin, encore une fois, le dit très bien. L'image mentale est structure essentielle de la conscience, fonction psychologique. On ne peut la dissocier de la présence du monde en l'homme, de la présence de l'homme au monde. Elle en est le truchement réciproque, mais en même temps, l'image n'est qu'un double, un reflet, c'est-à-dire une absence. L'image est une présence vécue, une absence réelle, une présence-absence. Autrement dit, les images mentales qu'on a existent parce qu'on vit une émotion qui donne une certaine présence, une certaine objectivité mentale à cette image, mais qui, en vrai, n'existe pas. Je parle de ça parce qu'on a bien vu du côté de Macron que ces anecdotes étaient bien plus orientées, et c'est même travaillé.
On récapitule, poteau avec une star de foot, fait un entraînement avec l'équipe de foot de Marseille, acteur d'une série, situation d'urgence de l'ex-président des États-Unis pour lui souhaiter bon anniversaire. Comme on l'a dit, le caractère commun, c'est la proximité avec des mondes sociaux parmi les plus prestigieux. Mais c'est pas tout. Si on se réfère aux images mentales que les anecdotes de notre président produisent, ça nous dit qu'il est populaire, qu'il est sportif, qu'il est photogénique et qu'on pense beaucoup à lui. Autrement dit, Macron est érotique. Alors d'abord, c'est pas moi qui le dis, avec par exemple l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui déclarait dans Gala est tombé sous le charme du président, ou encore, je cite, j'assume cette dimension amoureuse. Et il ajoute, Emmanuel est fascinant, tout l'est chez lui, son parcours, son intelligence, sa vivacité, sa puissance physique même, sacrément orni Christophe, pardon. Et je pourrais prendre d'autres exemples, tant tous ceux qui soutiennent Macron tentent de créer un mythe autour de lui de manière toujours abusée. Toutes les personnes qui ont déjà échangé avec le président de la République, que ce soit des gens du gouvernement ou même j'imagine des journalistes, vous diront que dans la réalité, au naturel, le président de la République est comme ça, il va au contact, il répond, c'est une machine à solutions. Il fait des erreurs monumentales, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, il y a dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son. Et ça interdirait. Voilà, on va s'arrêter là. Hein, on va pas en rajouter parce que on n'a pas besoin. Mais par contre, quelqu'un qui explique très bien cet amour du pouvoir, cet amour pour Macron, et c'est Dorg Zabounian dans son ouvrage Fiction de Trump. Dans cet ouvrage, Dorg Zabounian explique comment Trump entretient son image et son pouvoir par justement les images. Et il compare parfois avec d'autres présidents et à un moment explique comment les gens au pouvoir érotisent leur fonction pour être aimés en prenant exemple sur Valéry Giscard d'Estaing, filmé par Depardieu en disant « Comme Kennedy, avant lui, il cherche à inscrire son corps longiligne dans le cadre mouvant de la caméra en vue d'en mettre en valeur la dimension photogénique, comme s'il anticipait sa reprise dans le flux de l'imagerie médiatique, information télévisée, photographie de presse. » Nous retrouvons ainsi l'idée que la modernité de la vie politique rencontre, d'une certaine manière, la modernisation des supports de représentation de la politique. Les nouveaux signes de pouvoir, pour susciter cet amour qu'on lui voue, doivent circuler sur cette frontière devenue labile entre le corps individuel et le corps social. Déjà, on peut ajouter dans ce flux d'imagerie médiatique, YouTube, support moderne médiatique qui rencontre Macron, politique moderne. Et Dorg Zabounian nous fait comprendre qu'il y a une vraie relation, un flou, entre l'imagerie corporelle d'un homme de pouvoir et sa fonction, sa place sociale absolue. Donc pour traduire, l'image individuelle de Macron entretient l'image de Macron président, et inversement, grâce à ce qui rappelle le pouvoir dont ici, l'absence de faiblesse, aimer tous, etc. Mais si dans le cas de Giscard c'est direct, dans le cas de Macron c'est indirect. Pour le dire différemment, Giscard a joué sur son image, alors que Macron joue ici sur notre imaginaire. Et c'est bien plus problématique. C'est problématique car en voulant orienter à nous tous notre plaque tournante de l'image, il joue absolument sur notre affect, sur nos émotions. Mais ce qui me dérange ici, c'est que même si on sait que c'est un coup de com', ça joue surtout sur l'imaginaire des spectateurs et je trouve ça sournois. Parce que, et moi le premier, il est difficile de retirer l'émotion d'une image mentale qu'on a eue, parce que cette image, même si elle a été initiée par quelqu'un d'autre, c'est nous et uniquement nous qui avons créé cette image. Donc l'affect est trop grand. Et ça on sait tous en fait, parce qu'on a envie de croire aux images qu'on a en tête. Autrement dit, ce qui fait le vrai intérêt de cette vidéo, ce sont les spectateurs qui participent par leur imagination en recréant les récits des anecdotes dans leur tête, dont le but est de redéfinir ce qu'on voit. Et puis la mise en scène qui ne souligne que cette intention-là, c'est-à-dire que la mise en scène n'est là que pour nous orienter encore plus vers l'image que Macron veut avoir auprès de nous, auprès de notre imaginaire. Et l'image qu'il va avoir, c'est simple, un homme qui a tout pour lui, le pouvoir, le physique, l'amour, etc. Et c'est fait pour que ce soit nous qui voyons ça comme ça, parce que lui en vrai, il ne fait que raconter des histoires, des anecdotes, et d'ailleurs ils sont très bien choisis. Donc on est face à quoi finalement? C'est pas vraiment de la propagande parce qu'on sait que c'est avant tout un coup de com'. Et la qualité principale d'une propagande, c'est de faire croire que ce n'est pas une propagande. Mais c'est du divertissement qui font participer des émotions, divertissement qui d'ailleurs ne manque pas d'être sponsorisé, sans aucune discrétion, avec derrière, entre autres, la fiche du jeu Red Dead Redemption 2, et carrément rappeler Formula One sur Netflix. Des news pour parler de Formula One sur Netflix. Merci McFly Carito. D'ailleurs, on va parler d'eux. Sachez-le, je me suis fait un putain de plaisir à mater tous les concours d'anecdotes, et si je l'ai fait, c'est pour mieux comprendre ce concours d'anecdotes-là, et au final, c'était instructif. Ce que j'ai bien compris, c'est que les concours d'anecdotes avec d'autres youtubeurs et autres personnalités du même style sont prétexte à une surenchère très grossière d'anecdotes qui montrent une envie de toujours aller plus loin
pour finalement faire le plus parler d'eux. Elle te branlait de la main gauche ou de la main droite vite? Je ne sais plus. Et je sens une douleur infâme. Elle m'avait rompu le frein. Mais plus les invités sont prestigieux, plus les anecdotes deviennent soft, jusqu'à l'être complètement avec le président. Et quelque part, c'est normal parce que il s'adapte aux invités. Notons qu'avec Michael Youn, les anecdotes qu'il raconte sont très grossières, d'un côté comme de l'autre, et qu'avec Eric Ramsey, c'est plus ce qu'ils font qui rend la vidéo divertissante. Et c'est pareil pour la mise en scène, surtout le montage, qui est sensationnel et spectaculaire, grossier, quand les invités sont d'autres personnes issues de YouTube, et qui devient bien plus simple quand les invités sont plus prestigieux. Donc d'abord, plus l'invité est important, moins ils ont besoin de se faire remarquer, parce que le prestige des invités suffit à les faire exister. Donc le concours d'anecdotes avec McFly et Carlito était du divertissement prétextant de la surenchère grossière, qui est devenue ici une interview déguisée. Mais qui fait vraiment l'interview? Je veux dire, si c'est une interview, qui pose des questions? Eh bien c'est très simple. La question et les réponses sont données par la même personne, celui qui raconte l'anecdote. À chaque anecdote, la question est « Est-ce que l'image que je donne de moi est vraie ?» Et seul celui qui raconte l'anecdote peut affirmer si oui ou non c'est vrai. Ce qui, dans tout ce qu'on a vu, est absolument problématique, car il n'y a que Macron et toute son équipe qui interviennent dans ce processus d'imagination, encore plus appuyé par toute la mise en scène. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette vidéo transpire l'idéologie bourgeoise, et idéologie bourgeoise dit préservation d'une classe sociale privilégiée, dont certains souhaitent en faire partie, à commencer évidemment par notre duo d'humoristes qui, dans le clip des gestes barrières, montre Macron en un soleil. Et on retrouve ce même style de composition avec le plan penché, avec la lumière derrière, qui rappelle le soleil, et qui dit simplement que McFly et Carlito ont atteint ce soleil, qui font partie de la classe sociale la plus haute qui soit, sobrement, évidemment. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est extrêmement simple. Mettre en scène, c'est faire de la politique. C'est aussi simple que ça. Par contre, c'était un sacré morceau. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous serez maintenant bien plus sur vos gardes quant à ce genre de vidéo et que malgré tout, ça vous a plu. Évidemment, un gros merci au collectif du 404 de me soutenir, dont j'en fais partie. Le lien vers le 404 est en description. Et plus que jamais, faites attention à la mise en scène, surtout quand on pense quand il n'y en a pas. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Mécénette. Regarde